Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Nigeria. Les États-Unis ont mené des frappes contre l'État islamique selon une déclaration de Donald Trump. Le président américain a annoncé que son pays, les États-Unis, comme il avait annoncé il y a de cela plusieurs semaines, ont mené finalement des frappes au Nigeria et des frappes visant des positions du groupe État islamique dans le nord-ouest du pays. Le pays qui est en proie à des attaques terroristes. Les États-Unis mettent la pression sur ces groupes terroristes qui, selon Donald Trump, attaquent les chrétiens, et c'est justement la raison de cette intervention. Selon les Américains, mais les informations complémentaires fournies par les officiels nigérians estiment, ou suggèrent que le Nigeria a effectivement une collaboration avec les États-Unis dans ce sens, et que c'est les officiels nigérians qui ont donné l'autorisation aux États-Unis et les renseignements nécessaires sur les positions de ces groupes afin que les États-Unis puissent opérer ces frappes menées ce jeudi de Noël. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Russ Donkovi. Donald Trump l'avait annoncé, on avait critiqué cette position, ou du moins sa manière de voir la situation au Nigeria. Le Nigeria a tenté de rectifier le terrorisme sur le territoire nigérien, n'était pas uniquement dirigé envers les chrétiens. Et ce jeudi, jour de Noël, on apprend que les États-Unis ont frappé, ils ont mené des frappes dans le nord-ouest, des frappes qui ont visé des positions de l'État islamique. Bon, moi je trouve qu'on est dans une vaste comédie qui pour moi dissimule une reconquête de l'espace africain. Parce que, alors, donc grosso modo, on nous annonce que pendant tout ce temps et toutes ces années, on savait où se trouvaient les terroristes. C'est ça la nouvelle. C'est-à-dire, si vous avez pu bombarder les terroristes avec précision, des frappes ciblées, oui, ça veut dire que vous saviez où est-ce qu'elles se trouvaient. Alors que en Afrique, comme on a des armées qui sont dans une forme d'incapacité, le renseignement, c'est vous qui le fournissez. L'armement, la logistique, c'est vous qui le fournissez. Donc pour moi, on est dans un... alors, je vais m'avancer, mais je trouve qu'on est dans un plan de déstabilisation totale du continent et dans une reconquête en griffe de part africaine. Je vais m'expliquer. Alors, on va commencer par l'État islamique en question. L'État islamique, à l'époque où il contrôlait la région irakienne, avait la particularité très curieuse de pouvoir vendre son pétrole et se faire des sous. Oui. Ça, c'est un point. On prend le cas de la Libye. Le cas de la Libye, c'est le pays de Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi, sur plusieurs dizaines d'années, avait pour principal adversaire les États-Unis, qui ont d'ailleurs bombardé son palais au point qu'ils n'en perdent un enfant. La Libye a été déstabilisée par l'OTAN. C'est vrai qu'on dit, oui, Sarkozy, les Français, mais fondamentalement, c'est l'OTAN. Et l'OTAN, à l'époque, c'est Barack Obama, Hillary Clinton. Et c'est cette déstabilisation de la Libye qui va secouer toute la sous-région. Vous prenez le Mali. Le coup d'État très curieux que l'on a fait à ATT à l'époque était curieux dans ce sens que M. Sanogo était un transfuge de l'armée américaine, était formé aux États-Unis. Et on estimait que ATT était très frileux quant à la présence effective, disons plus ou moins appuyée, de l'Africom sur son territoire. Donc on n'a jamais compris un peu l'ambivalence qui consistait à avoir des renseignements capables d'aider les forces maliennes, de la logistique capable d'aider les troupes maliennes, et subitement d'avoir cet officier formé aux États-Unis qui renverse le président malien, alors que les États-Unis auraient pu participer de façon plus active à la résistance malienne face à l'avancée terroriste. Vous prenez la Côte d'Ivoire actuellement. La Côte d'Ivoire actuellement, on parle aussi d'une surveillance du nord ivoirien, de la protection du nord ivoirien par des troupes américaines. Au Ghana, ils sont déjà là, les Américains. Vous allez au Nigeria, on vient de le voir. Alors déjà, ils étaient là, oui, mais maintenant, ok, d'accord, ils en sont à intervenir militairement sur le territoire. Vous prenez le Congo.
le Congo de Mobutu, c'est un Congo qui est pro-américain. On soupçonne la CIA d'être intervenue dans le renversement de Lumumba. Monsieur Kagame a fait ses études aux États-Unis. Mais finalement, ils sont partout sur le Ils sont partout. Ils sont partout et ils ont le leadership nécessaire, la poigne nécessaire pour demander que telle chose ne se fasse pas, que telle chose ne soit pas reconduite, ou pour demander à telle troupe de quitter ou tel ou tel territoire. Je ferai remarquer que le M23, par exemple, à Uvira, quand Trump crie à Washington, le M23 dit ok d'accord, on va rebrousser le chemin. Donc à un moment il faut quand même se poser la question de savoir quel est cet État qui, de façon insidieuse, participe à la déstabilisation de la sous-région. Et après avoir joué le pyromane, vient jouer au pompier en disant moi je vous fournis la logistique, moi je vous fournis les renseignements, moi je suis capable de défendre votre territoire, moi je vais intervenir sur votre territoire, moi je suis intéressé par telle portion de votre territoire parce qu'il y a telle ou telle richesse, ainsi de suite. À un moment il faut se poser les questions et je trouve que au niveau de l'Afrique, disons l'Afrique prise de façon continentale, on ne retient pas les leçons. On ne retient pas les leçons. Le nord du Nigeria, avant d'être un nord occupé par les terroristes, c'est un nord potentiellement riche en ressources. Riche en or, riche en cuivre, riche en fer, possibilité de phosphate, et ainsi de suite. Et le Nigeria est déjà gangréné par un certain nombre de multinationales. Donc, à un moment, je pense que au niveau des États africains, il faut quand même à un moment se poser les vraies questions. Je rappelle qu'il n'y a pas longtemps, le responsable d'Africom intervenait dans la sous-région de façon violente en s'attaquant à un chef d'État. Et c'était Ibrahim Traoré. Oui, justement. C'est bizarre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que la gestion ça veut dire que non pas seulement en déstabilisant la sous-région, on a fragmenté la sous-région, parce qu'avant on avait une CEDEAO, et en réalité, oui, c'est vrai qu'on reproche beaucoup de choses à la CEDEAO de façon politique, mais la CEDEAO, d'un point de vue économique, si elle n'a pas fait tout parfaitement, permettait aux populations de vivre dans un genre de confédération. C'est ça qui permettait à un Nigérien de gambader jusqu'au Sénégal sans papier, sans visa, et ainsi de suite, d'y faire des investissements et tout ça. En un claquement de doigts, en déstabilisant la sous-région, on est arrivé à la fragmenter parce que les coups d'État qu'il y a eu au sein de l'AES ont été faits sous le prétexte primordial de dire il y a un problème sécuritaire dans notre pays. Mais le problème sécuritaire du pays, en réalité, a été encouragé, a été fomenté par la déstabilisation de la Libye. Si la Libye n'est pas déstabilisée, on n'a pas autant de soucis dans les pays de l'AES. Alors maintenant, pour revenir au cas du Nigeria, avec cette frappe américaine, on a l'impression que pour vous, ce n'était pas une bonne chose que les États-Unis viennent bombarder les terroristes au Nigeria. Pour moi, je vais plus loin. C'est-à-dire, si vous avez les renseignements sur Boko Haram au Nigeria... C'est le Nigeria qui a dit avoir fourni ces renseignements, pas les États-Unis. Ah oui, mais ça veut dire que le gouvernement nigérien, Tinubu, a un gros problème avec sa population. Vous êtes en train d'expliquer à votre population que vous savez où se trouvent les terroristes. C'est ce qu'ils ben finalement, ça devient un couteau aussi. C'est ça, ça veut dire que non, vous êtes en train d'expliquer. Si vous dites, vous, le gouvernement nigérian, que c'est vous qui avez fixé les renseignements aux États-Unis, vos populations vont me demander, mais donc ça veut dire que tout ce temps-là, vous saviez où dorment les terroristes, où ils font où ils fomentent leur coup. Vous savez où ça se trouve et jamais, sur plus de pratiquement 10 ans, vous n'avez attaqué les gens. Il a fallu ça veut dire que vous êtes crier, complice. Parce que les gens vont vous poser la question de savoir, mais si vous aviez les renseignements, comment se fait-il que vous, en tant que Nigeria, vous n'avez pas attaqué ces troupes, mais pire, comment se fait-il que quand vous aviez fait le G5 Sahel, vous n'avez pas attaqué ces troupes? Quand vous avez fait une collaboration avec les troupes camerounaises, vous n'avez pas attaqué ces terroristes? Quand vous avez fait la collaboration avec le Tchad,
vous n'avez pas vous n'avez pas attaqué ces terroristes. Donc ça veut dire que si vous expliquez aux populations, le Nigeria sait où se trouvent ces terroristes, le Tchad sait où se trouvent ces terroristes, le Cameroun sait où se trouvent ces terroristes, et personne n'intervient alors qu'il y a mort d'hommes, il y a kidnapping d'enfants, il y a viol de femmes, ainsi de suite. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est grave. Maintenant, c'est énorme, c'est un scandale d'État. C'est même un scandale d'État sous-régional. Ça veut dire que vous êtes complice et vous êtes duplice de ce que subissent les populations dans le nord de votre pays. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si ce n'est pas l'État nigérian qui a fourni ces renseignements et que ce sont des renseignements que détiennent les troupes américaines, mais ça veut dire que les terroristes... On n'est pas en sécurité. Non, c'est pire. Ça veut dire que les terroristes qui attaquent le Mali, on sait où ils se trouvent. Les terroristes qui attaquent le Burkina, le Togo, le Bénin, on sait où ils se trouvent. Les terroristes... Si on sait où se trouvent ceux du Nigeria, puisqu'on sait ce qui se trouve, on sait là où se trouvent les autres. Donc si on sait là où se trouvent les autres, pourquoi est-ce que on s'arrange pour que nos forces armées soient dans l'incapacité de protéger les territoires et que ces forces armées-là soient contraintes de sous-traiter leur sécurité, parce que c'est ce qui se passe. Et c'est un vaste marché mafieux. Parce que actuellement, l'industrie de l'armement et l'industrie de la sécurité, mais c'est un vaste marché. La preuve, je vais terminer peut-être avec cet exemple-là. Je ferai remarquer que Blackwater, la société américaine qui s'est occupée d'un certain nombre de sécurisation de territoires au Proche-Orient, au Moyen-Orient, s'occupe de la sécurité au Congo. C'est le pendant de, comment on appelle ça, la société russe Wagner. C'est le pendant, russe de Wagner. Donc à un moment, il faut que les États africains arrêtent les querelles stupides, arrêtent les recherches de parrainage stupides, parce qu'il s'agit d'une nouvelle partition stratégique de l'Afrique pour, si vous voulez, une forme de prédation qui a évolué. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que, en un claquement de doigts, comme par hasard, on sait où frapper les terroristes. Ça n'a pas de sens. Et qu'on fasse cette attaque qualifiée de meurtrière par les États-Unis, avec ces renseignements-là, auraient pu en aviser les Nigérians. Ils auraient pu donner la possibilité aux Nigériens d'intervenir sur leur propre territoire. Donc, ça fait bizarre. Le fait qu'une troupe étrangère puisse intervenir sur un territoire, agir, bombarder des personnes, c'est dans le cadre d'un accord entre les deux pays. Vous semblez occulter cet aspect. Oui, c'est l'accord qui a permis aux États-Unis de faire cette frappe sur le sol nigérien. Cet accord est bizarre parce que le Nigeria n'est pas en état de guerre. On pourra le dire. Ah non, c'est-à-dire le Nigeria actuellement n'a pas décrété un état d'urgence. Le Nigeria n'est pas en situation de guerre. Le Nigeria n'est pas en situation de détresse telle qu'il faille l'intervention étrangère. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et ça pose vraiment une question de légitimité, une question d'indépendance claire, c'est-à-dire factuelle de nos États. Je rappelle aux Africains que les États-Unis, ils ont deux gros défauts. Le premier défaut, c'est que depuis 1945, ils n'ont gagné aucune guerre. Et comme ils ne gagnent aucune guerre, leur technique, c'est la terre brûlée. C'est-à-dire, lorsqu'on ne gagne pas, on brûle tout. Tout sur le passage. Le Vietnam en sait quelque chose, la Corée en sait quelque chose, la Somalie en sait quelque chose. Peut-être même l'Afghanistan. Voilà, l'Afghanistan savent quelque chose. Quand ils partent, alors le dernier point, c'est que lorsque les États-Unis s'installent quelque part, ils n'en partent plus. Bon, ils ont dû plier bagages en Afghanistan, mais on a vu alors, l'Afghanistan, moi quand je parle de s'installer, c'est comme ils l'ont fait pour le Japon. Okay. C'est comme ils l'ont fait pour Cuba. Quand ils ont dit, on installe des bases, c'est fini. On parle de Cuba, oui, Fidel Castro, ainsi de suite, tout ce qu'on veut, communiste, embargo de plus de 60 ans. Toujours est-il que Guantanamo, c'est à Cuba. C'est sur du territoire cubain. Ils ne vont pas lâcher. Le Japon, jusqu'à présent, malgré la guerre de 1945, l'indépendance du Gabon, du Japon, le développement économique, la puissance que l'on donne au Japon, encore aujourd'hui, la base américaine du Japon, elle ne bouge pas.
Merci beaucoup à vous, Russes. Alors, Michel Chaja a écouté aux Russes. On aurait dit que c'est la pire erreur qu'on ait faite ces derniers jours, en tout cas en autorisant les États-Unis de frapper. Comme je le disais, Donald Trump avait annoncé cela. Il y a eu assez de commentaires par rapport à la question même, par rapport à la légitimité de l'intervention américaine. Mais ce jour de Noël, on était surpris de voir ces bombardements. Et fièrement, les États-Unis ont annoncé avoir bombardé les bases des terroristes du groupe État islamique. Et les autorités nigérianes confirment avoir elles-mêmes fourni les renseignements aux États-Unis pour ce faire. C'est un peu bizarre. Bon, vous savez, entre les nations, il y a des choses qui sont difficilement... qui ne sont pas lisibles. Ça dit que... On ne les voit pas venir ou comment? Pardon? On ne les voit pas venir ou comment? Non, parce que ce qui vient de se passer là, bon, chez moi, c'est un non-événement, parce que, bon, les Américains menaçaient depuis quelques semaines d'intervenir au Nigeria pour neutraliser l'EI. Alors que qui dit l'EI, c'est un groupe affilié à Al-Qaïda. Alors que les Américains combattent Al-Qaïda. Voilà, combattent Al-Qaïda depuis de longues années. Et si vous voyez les méthodes de Al-Qaïda, ce n'est pas forcément contre les chrétiens. Puisque au départ, c'est l'idée, mais on se rend compte aujourd'hui qu'ils tuent tout le monde. Donc l'argument avancé par Donald Trump pour dire que ils interviennent du fait que l'EI est en train de massacrer les chrétiens, c'est vrai, on en voit avec les enlèvements, mais dans leur mode opératoire, on voit qu'ils s'attaquent à tout le monde. Mais moi, ce qui m'a un peu choqué dans cette affaire, c'est le fait que le Nigeria dise qu'il a fourni les renseignements aux Américains avant de permettre donc les frappes américaines. Mais les rôles sont inversés à ce niveau. Les rôles sont inversés. Le Nigeria qui a les renseignements, sur son propre territoire qui a les renseignements. Le Nigeria, pour frapper au Bénin, il a fallu l'intervention des forces spéciales françaises pour donner, pour localiser Tigri et les positions des blindés positionnés par Tigri pour les bombarder. Il a fallu que l'armée française fournisse des renseignements et que le Nigeria dise... Et curieusement, le même Nigeria a des renseignements sur son propre territoire. C'est lui qui donne même les renseignements aux Américains pour frapper. Bon, peut-être qu'ils sont en train de cacher quelque chose que nous ne maîtrisons pas bien. Sinon, ça n'a pas de sens. Si le Nigeria dispose de ces renseignements, qui a les moyens aériens, pourquoi depuis de longues années, ils ne sont pas venus à bout? Peut-être que c'est les moyens qui manquaient. Quels moyens? Les moyens aériens, justement, pour faire ça. Avec quoi ils sont intervenus au Bénin? Bon, voilà la question qui nous rattrape. Voilà. Avec quoi ils sont venus? En ce moment-là, ils avaient besoin des renseignements de la France. Et mais maintenant, sur leur propre territoire... Vous supposez que là, c'est plutôt les États-Unis qui ont eu le renseignement. Voilà. C'est pourquoi je dis les rôles sont inversés. Les rôles sont... Si on m'avait dit que les Américains ont donné les renseignements et que le Nigeria allait frapper, j'allais comprendre. C'est pourquoi je dis, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Peut-être que les jours à venir vont nous permettre de voir clair. Sinon, c'est un événement un peu... Parce que encore une fois, qu'on dise qu'on permette à un pays, à une puissance d'intervenir sur le territoire comme ça, ça pose un problème. Alors que le Niger a présenté comme une puissance en Afrique de l'Ouest, ici une puissance militaire. Et si il n'est pas en mesure de combattre ces voyous, mais je ne sais pas, le jour où je ne le souhaite pas, si le Nigeria est attaqué de l'extérieur, comment on va faire? Donc, on va appeler les Américains. On va appeler les Américains. C'est comme ça? Mais alors là, je suppose, puisque là, ils ont eu besoin des Américains pour faire cette frappe. Vous savez, aujourd'hui, si vous vous rappelez, dans un passé récent, quand l'EI a tué 87 soldats tchadiens,
Déby, le maréchal, à l'époque, général Déby, s'est transporté lui-même pour ratisser l'arche. Et ils ont anéanti. Depuis ce jusqu'à présent, on n'a pas encore entendu chose. C'est ça un État qui s'affirme. Voilà. Mais à chaque fois, et à l'époque, le Tchad avait demandé l'appui de la France. La France n'a pas réagi. Et le Tchad allait seul faire le boulot. Et apparemment, ça a marché. Mais aujourd'hui, dit qu'on demande l'intervention des Américains à partir d'un porte-avions militaire, d'un porte-avions, ça pose un véritable problème pour nos États, surtout un pays comme le Nigeria. Et bien finalement, il ne fallait pas se réjouir de cette frappe. Même si elle est qualifiée de très meurtrière par Donald Trump, et qu'on y entrevoyait une sorte de solution à cette insécurité dans le nord-ouest du Il revient Nigeria. au Nigeria, qui a les renseignements, de nous dire combien on a tué. Bon, on n'a pas encore tous ces détails-là. Mais le Nigeria nous dit, puisque c'est eux, ils ont le renseignement. Donc les autres sont venus frapper et ils n'ont qu'à se renseigner et nous dire combien on a tué. Mais rapidement, Horus, la déclaration du ministre des Affaires étrangères du Nigeria suggère aussi que ce ne sera pas une frappe isolée comme ça, qu'il y aura d'autres qui vont suivre et que c'est un processus qui va s'élargir à plusieurs pays. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est la raison pour laquelle je parle de réoccupation. Bien sûr. C'est-à-dire, si vous êtes un État et que vous n'arrivez pas à assumer votre défense, vous n'êtes pas un État. C'est ça. Le Nigeria avait déjà des manquements au niveau de la sécurisation de ses côtes maritimes. Oui. Or, c'était stratégique parce qu'il s'agissait des approvisionnements en pétrole de grosses multinationales américaines. Et déjà à l'époque, je me rappelle, il y a des multinationales qui demandait l'intervention, c'est-à-dire qu'il y ait un genre de détachement occidental ou américaine qui vienne protéger les côtes de Guinée, les côtes du golfe de Guinée. Donc déjà, ça c'est une perte de, comment dirais-je, une perte d'indépendance. Quelqu'un qui assure votre sécurité, qui peut, c'est-à-dire qui a le loisir de bombarder là où il veut, d'envoyer des troupes là où il veut. Alors, les troupes, les contingents qui vont intervenir, vous ne pouvez pas les attaquer. Ils sont hors de votre juridiction. Donc, ils peuvent se permettre tous les écarts. C'est eux qui vous fournissent... Et généralement, c'est comme ça. Quand ils commettent des abus, on ne peut pas les poursuivre. On peut pas les renseignements, même qu'ils auront sur le territoire, dans la manière de le gérer, ils ne vous les donneront pas. D'ailleurs, je me rappelle que M. Bazoum, mais ça c'était dans le cas de la France, à demi-mot lors d'une intervention télévisée, disons, d'une interview avec des journalistes, c'est ce qui avait d'ailleurs secoué les gens. On disait, mais on ne met pas au courant. On intervient chez nous, on nous dit, ok, d'accord, bon, tel jour il faut ceci, on a besoin de ceci, on fait ceci, mais on est au courant de rien. Et on le fait, et on permet à des puissances qui en réalité, sur des dizaines d'années, ont des renseignements importants sur nos pays, parce que ce sont eux qui font les prospections. C'est pas nous qui font c'est eux qui sont capables de vous dire sur la carte du pays où se situe l'or, où se situe le plomb, où se situe le cuivre, et ainsi de suite. C'est eux qui ont les bourses chez eux, c'est eux qui vont... Alors, il faut bien préciser, ça aussi c'est important, il faut que les gens comprennent qu'aucune de ces interventions n'est gratuite. Il ne s'agit pas d'aide, c'est pas pour vos beaux yeux. Trump, c'est pas un copain. Donc toutes ces interventions, il va falloir les régler. Je rappelle que pour le cas de l'Europe, le contentieux entre l'Europe et les États-Unis, ça a été un Trump qui, devant la face du monde, demande aux États-Unis de payer les cotisations pour la sécurité. S'il ne paie pas la cotisation pour la sécurité, il se désengage. Donc je vous laisse imaginer ce que c'est que pour l'Afrique. Ce que l'intervention de Trump, c'est quelque chose qui va phagocyter le Nigeria, et c'est d'autant plus grave que le Nigeria, c'est une puissance économique sous-régionale, même moi, continentale même. Je voulais souligner que même l'intervention du ministre nigérien des Affaires étrangères qui dit qu'ils ont échangé 19 minutes, 5 minutes. Si c'est suffisant pour moi, j'ai l'impression que c'est une manière de calmer l'opinion nigérienne.
Parce que demain, s'il y a les dégâts collatéraux, Oui. suite à Justement, ces pour frappes, ces dégâts, qui va en assumer qui la va en assumer la responsabilité? responsabilité? Le Nigeria ou les Ça va être le États-Unis? Nigeria. Les États-Unis n'accepteront jamais. C'est le Nigeria. Non, jamais. Vous avez vu les Américains aller quelque part et après, Après, ils ont même dans leur arsenal juridique, ils ont même ils ont des articles qui les protègent lorsqu'ils vont Les missions à à l'international. Ils sont protégés. Personne n'est inquiété. Et donc, vous allez voir dans les semaines à venir ce que ça va donner par rapport à ces frappes-là. Parce que la manière dont ça a été dit, vous allez comprendre que si vous suivez l'actualité ou vous analysez les choses de très près, il y a quelque chose d'anormal dedans. Juridiquement, ça va poser un problème. On sent que le président nigérian actuellement, il a des soucis, d'énormes soucis, parce que la manière dont il est en train de gérer ce dossier juste au début, parce qu'il ne veut pas perdre la face vis-à-vis des Américains. C'est pourquoi il semble dire qu'il est en train de coopérer avec les Américains. Sinon, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas besoin, les Américains n'ont pas besoin de leur avis pour faire ce qu'ils ont fait. Je voulais t'amener un peu de point. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète énormément et auquel les Africains doivent faire attention. C'est que s'ils ne font pas attention, au Congo et au Nigeria, les gens vont s'accaparer d'une portion de territoire sous prétexte de zone tampon. Oui. C'est-à-dire que pour les interventions. Déjà au Congo, en faisant la collaboration entre, disons, le processus de paix entre le Rwanda et le Congo, on s'est arrogé un certain nombre de territoires pour les deals avec les multinationales et ainsi de suite et tout ça. Donc, à un moment, quand quelqu'un dit il va sécuriser votre territoire pour vous, avec les présomptions qu'il a, quand quelqu'un qui vous dit moi je veux conquérir le Groenland, Oui. il vous dit moi je veux récupérer le canal de Panama. Et quand vous connaissez comment le Panama lui-même a été créé, l'État Panama a été créé en sectionnant la Colombie, ainsi de suite. Donc il faut vous poser la question sur des personnes qui séculairement ont cette stratégie-là. Demain, si les Africains laissent faire, il ne faut pas qu'ils s'étonnent qu'il y ait une zone tampon sous prétexte de sécurité qui soit mise au Nigeria et au Congo. Et qui soit quelque part, on va dire, un genre d'État officieux qui échappe à la juridiction des États. Et je terminerai sur ce point-là, qu'on a eu l'exemple avec le Mali, où on n'a pas compris pourquoi, lors de la récupération du Mali, on n'est pas parti jusqu'à Kidal. Ouais. Du coup, des gens ont présumé de la création d'un État officieux. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, un État officieux qui, en réalité, peut mettre une administration, exploiter des richesses et ainsi de suite. Et quand vous allez au Congo, vous avez déjà ça avec le M23 qui administre les territoires de situation. Donc il faut faire très attention. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Parce que c'est comme ça a été fait avec le Soudan du Sud. C'est comme ça a été fait avec le Soudan du Sud. À un moment, on a dit il y a insécurité. Bon, comme il y a insécurité, on va partitionner. Et on a malheureusement la charte même de le temps parti pour ce sujet est dépassé. Merci beaucoup en tout cas pour vos contributions. Volontiers on pourra continuer les débats et on attend également les commentaires de nos internautes. Nous allons marquer la pause pour le journal puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.